Bien, alors, en cours la semaine dernière, on a travaillé sur la datation relative, comment dater un événement par rapport à un autre. On reprendra ça quand vous reviendrez en cours, parce que ça nécessite d'être à présentiel. Chez vous, vous allez travailler le chapitre 6, la deuxième partie des méthodes de datation, qui est la datation absolue, comment donner un âge à un événement géologique. Vous avez sur YouTube, et je vous ai envoyé les liens, différentes petites vidéos, datation absolue 1, 2, 3, vous les prenez dans l'ordre. Vous construisez votre cours au fur et à mesure de la lecture de la vidéo, pour bien comprendre comment ça va fonctionner. C'est un chapitre qui peut être étudié en distanciel sans aucun problème. Et s'il y a des questions, vous pouvez me les poser éventuellement en m'envoyant un message, soit par le NT, soit par Messenger, comme vous voulez. Donc, datation absolue. Il s'agit de donner un âge à un événement. Pour pouvoir donner un âge à un événement, il faut avoir un chronomètre. Il faut trouver un chronomètre naturel qui, dans la nature, va me permettre de chiffrer, de dater un événement. Ce chronomètre naturel, il existe. Il existe, c'est la radioactivité naturelle des éléments chimiques. Un élément dans la nature, majoritairement, va être stable. Le carbone, par exemple, majoritairement, c'est une forme de carbone 12 qui est stable. Mais il existe quelques éléments, quelques isotopes de ce carbone qui ne sont pas stables, qui sont radioactifs. Qu'est-ce que c'est qu'un élément radioactif? C'est un élément qui se désintègre en un autre élément en émettant une particule. C'est cette particule qui est dangereuse pour l'homme. Bien. Mais c'est pas ce qui va ici nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est que cette désintégration n'est pas quelconque, n'est pas aléatoire, mais se fait en fonction du temps. Donc ça veut dire, connaissant le nombre d'éléments chimiques radioactifs à l'instant 0, connaissant le nombre d'éléments radioactifs à l'instant t, je pourrais connaître l'âge de l'échantillon qui contient ces éléments radioactifs. Tout repose là-dessus. Alors, on va faire un peu de maths. Pour ceux qui ont fait SPEMAT et qui font encore SPEMAT, ça passera sans problème. Pour ceux qui ne font pas SPEMAT et qui n'ont pas fait SPEMAT, ça sera peut-être plus compliqué, mais je vais détailler mes calculs pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Alors, quelle est la loi mathématique qui relie les éléments radioactifs? La quantité d'éléments radioactifs à l'instant t, donc aujourd'hui, la quantité d'éléments radioactifs paire, c'est ce qu'il y avait à l'instant 0, P0, multiplié par l'exponentielle de moins lambda t. Lambda, c'est la constante de radioactivité. T, c'est l'âge de l'échantillon. P égale P0 exponentielle moins lambda t. Ça, c'est une équation absolument fondamentale. Les exponentielles, ceux qui ont fait SPEMAT, vous savez ce que c'est. Ceux qui n'ont pas fait SPEMAT, exponentielle, c'est une touche sur la calculatrice, peu importe. Donc la quantité d'éléments radioactifs à l'instant t, t c'est ce que je cherche, égale la quantité d'éléments radioactifs à l'instant 0 exponentielle moins lambda t, lambda étant la constante de radioactivité. Cette constante dépend, est différente pour chaque élément radioactif, et bien sûr, s'il y en a besoin, on vous la donne. Quand je trace une équation, une courbe de cette équation qui est là, vous pouvez le faire sur votre calculatrice ou sur votre ordinateur, on a ce type de courbe. P, ici, en fonction du temps. La quantité d'éléments radioactifs en fonction du temps a une décroissance qui se fait selon cette forme qui est là. P égale P0 exponentielle moins lambda t. Donc, connaissant la valeur, la quantité d'éléments radioactifs, je peux avoir l'âge de l'échantillon. Avec une valeur remarquable qu'il faut noter, qui est ce qu'on appelle la demi-vie. La demi-vie T. La demi-vie, c'est le temps qu'il faut pour que la moitié des éléments radioactifs soient décomposés. Décomposés en quoi? En éléments fils. F, c'est l'élément fils. Donc l'élément père se décompose en élément fils. Cette constante de radioactivité, cette demi-vie, on va s'y intéresser un petit peu. Donc la demi-vie, c'est le temps nécessaire pour que la moitié des éléments radioactifs de départ soient désintégrés. Donc à la demi-vie, la quantité d'éléments radioactifs dans mon échantillon, c'est la quantité d'éléments radioactifs qu'il y avait au départ, divisé par 2. N'hésitez pas à arrêter la vidéo, à la réécouter et à prendre des notes pour bien comprendre tout ce que je dis. C'est important. Donc, à la demi-vie T,
la quantité d'éléments radioactifs, c'est la moitié de ce qu'il y avait au départ. P égale P0 divisé par 2. Bien. On va développer un petit peu l'aspect mathématique de ceci. Donc, la demi-vie T. La demi-vie, c'est le temps qu'il faut pour que la moitié des éléments radioactifs se soient décomposés. Je sais que P égale P0 exponentielle moins lambda T. À la demi-vie T, la quantité d'éléments radioactifs présents dans l'échantillon, c'est ce qu'il y avait au départ divisé par 2. Donc P, qui est ici, je peux le remplacer par P0 sur 2. Vous me suivez? Donc P0 sur 2 égale P0 exponentielle moins lambda T. T étant ici la demi-vie. J'ai P0 d'un côté, j'ai P0 de l'autre. Je peux donc supprimer P0 et P0. Donc, si je supprime P0 à gauche, P0 à droite, il me reste ici 1 divisé par 2 égale exponentielle moins lambda T. Bien. Comment pouvoir se dépatouiller de tout ça pour récupérer T? Relation mathématique, vous ne la connaissez pas, je vous la donne, c'est pas compliqué. Si y égale exponentielle de x, alors x égale logarithme népérien de y. ln, c'est logarithme népérien. Qu'est-ce que c'est que logarithme népérien? Peu importe, c'est une touche sur votre calculatrice. Mais ça me permet de dire que si 1/2 égale exponentielle de moins lambda t, alors logarithme népérien de 1/2 égale moins lambda t. Et là, j'ai terminé. Parce que maintenant, je peux dire que t, ma période, c'est moins 1 divisé par lambda, je passe lambda de ce côté-là, donc t, la période, c'est moins 1 divisé par lambda, multiplié par logarithme népérien de 1/2. Écrivez les équations en brouillon, refaites ce raisonnement, vous verrez, c'est très simple. Dernière modification. On sait, je vous dis que logarithme népérien de y sur x, c'est égal à moins logarithme népérien de x sur y. Quand je mets un moins devant, j'inverse ici les deux signes de ma division. Donc si j'ai t égale moins 1 sur lambda log de 1 sur 2, alors t égale 1 sur lambda log népérien de 2. Voilà, j'ai la relation qui relie ma demi-vie à la constante de radioactivité. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que sur un exercice, on peut très bien vous donner la demi-vie de l'échantillon. Or, vous aurez besoin de la constante de radioactivité. Donc ce type de relation et de calcul vous permet de passer de la demi-vie à la constante de radioactivité. C'est tout. Bien. Faites une pause, prenez des notes, comprenez tout ça, on enchaîne. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'âge de l'échantillon. Mon équation, P égale P0 exponentielle moins lambda T. Comment avoir T? P, c'est la quantité d'éléments pairs aujourd'hui. P0, c'est la quantité d'éléments pairs à l'instant initial. Lambda, constante de radioactivité. Je sais que si y égale exponentielle de x, alors x égale logarithme népérien de y. Je l'applique à cette équation qui est là. P égale P0 exponentielle moins lambda T. Donc, P sur P0, je passe P0 de ce côté-là. P sur P0 égale exponentielle moins lambda T. Donc, logarithme népérien de P sur P0 égale moins lambda T. J'applique cette équation qui est là. Et ça y est, j'ai fini. Donc, je repasse maintenant lambda ici. Moins 1 sur lambda logarithme népérien de P sur P0 égale T. Je sais que si moins log de A sur B est log de B sur A. On l'a vu précédemment. Donc là, le moins 1 sur lambda, c'est 1 sur lambda, logarithme népérien de, j'inverse ici, P0 sur P, égale T. Et voilà, j'ai l'âge de mon échantillon. Le temps, l'âge de l'échantillon, c'est 1 divisé par lambda, logarithme népérien de P0 sur P. J'ai un échantillon, j'ai une roche. Si je connais la quantité d'éléments radioactifs à l'instant 0, si je connais la quantité d'éléments radioactifs aujourd'hui, alors je peux avoir l'âge de l'échantillon. Ceci n'est qu'un raisonnement théorique, parce que le problème, c'est bien souvent que la quantité d'éléments radioactifs à l'instant 0, on ne la connaît pas. Et c'est ça qu'on va traiter, et c'est ça qu'on va voir après. Juste avant de continuer. La vitesse de désintégration n'est pas la même pour tous les éléments radioactifs. Ça veut dire que la demi-vie ne sera pas la même pour tous les éléments radioactifs. Si vous prenez le carbone 14, qui se désintègre en azote 14,
sa demi-vie est de 5700 ans. Ça veut dire qu'en 5700 années, la moitié des éléments radioactifs se sera désintégré. Ça veut dire que le carbone 14 sera un élément radioactif qui me servira à dater les événements récents. Je ne pourrais pas dater un événement de plusieurs millions d'années avec le carbone 14, il n'y en a plus. Par contre, un élément radioactif comme le rubidium 87, qui se désintègre en strontium 87. Lui, il a une demi-vie, une période de 49,9 milliards d'années. Ça veut dire que c'est un élément radioactif qui se désintègre très lentement. Ça veut dire qu'il me sera absolument inutile pour dater un événement récent. Par contre, il me sera utile pour dater un événement très ancien. C'est avec le rubidium, par exemple, qu'on a daté l'âge de la Terre. Comment est-ce qu'on a fait? Il a fallu trouver un élément, un matériel qui s'est formé au tout début de l'histoire de la Terre. Or, comment la Terre s'est formée? Par collision de météorites. Donc ça veut dire que si je trouve une météorite, ou si je récupère des météorites qui tombent sur la Terre, ces météorites ont l'âge de la Terre. Et en appliquant la méthode rubidium-strontium, je peux dater l'âge des météorites. Où est-ce que je trouve les météorites? C'est pas évident. Eh bien, je les trouve essentiellement dans les glaces des pôles. Puisque dans les glaces des pôles, quand les météorites tombent, sous forme de poussière, il n'y a que elles. Donc, en prenant de la glace des pôles, en faisant fondre la glace des pôles, je récupère de la poussière. C'est en fait de la poussière des météorites. Et en appliquant la méthode rubidium-strontium qu'on verra après, je peux, à partir de cette poussière des météorites, dater l'âge de la Terre. C'est comme ça que j'ai trouvé que l'âge de la Terre va être de 4,5 milliards d'années. Ce qui est important de comprendre aussi, que ce qu'on date, c'est la fermeture du système. Si vous prenez un magma, tant que j'ai un magma, j'ai des échanges entre le magma et l'extérieur. À partir du moment où le magma se solidifie, où se forme la roche magmatique, je n'ai plus d'échange entre la roche et l'extérieur. Le système est fermé. Et c'est ça que je date. Quand je vais dater une roche magmatique, ce que je vais dater, c'est le moment où la roche magmatique s'est fermée, donc où elle est passée de l'état liquide à l'état solide. Quand je travaille sur une roche sédimentaire, dans la roche sédimentaire, il y a des fossiles. Je peux appliquer le carbone 14 pour dater ces fossiles. Qu'est-ce que je vais dater? Ce que je vais dater, c'est la mort du fossile. Parce que tant que l'animal est vivant, il y a des échanges entre l'animal ou le végétal et le milieu extérieur. À partir du moment où l'être vivant meurt, il n'y a plus d'échange. Je date la fermeture du système. Et quand je date le fossile, je date la roche qui contient le fossile. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand je prends une roche magmatique, par exemple, comme un granit, dans un granit, vous avez plusieurs minéraux. Quand le magma va se refroidir, tous les minéraux ne vont pas se former à la même température. Ce qui veut dire que si j'applique sur la hornblende, qui est un premier minéral du granit, sur la biotite, qui est un deuxième minéral du granit, sur le feldspath potassique, qui est un troisième minéral du granit, ou sur le zircon, qui est un quatrième minéral du granit, quand j'applique la méthode de datation, en prenant différents isotopes, je ne trouverai pas toujours exactement les mêmes dates, parce que les minéraux ne se sont pas tous formés en même temps. Donc, quelle va être la date de fermeture du système? C'est la date, la plus récente, celle où tous les minéraux se sont formés. Mais comme tous les minéraux ne se forment pas à la même température, si je fais une datation sur un seul minéral, la date que je vais avoir ne correspond pas forcément à la date de la fermeture du système. Voilà pour cette première partie. Reprenez-la, travaillez-la, prenez des notes, faites les développements mathématiques, comprenez de quoi il s'agit. Et quand vous avez construit votre cours, vous pourrez lancer la deuxième vidéo. On va s'intéresser aux différentes méthodes qu'on va utiliser ensuite, en commençant par la première méthode que vous devez connaître, qui est la méthode rubidium-strontium. Voilà, à tout de suite.